Bonjour, bonjour, bienvenue ici au Cercle d'Aumale pour ce 5e Refashion Day. Bienvenue en ligne, vous êtes chez vous, vous êtes au bureau et vous nous suivez pour cette journée, cette matinée. Alors c'est une journée qui va se dérouler en 2 temps. Une première partie ce matin avec des conférences et cet après-midi pour vous, ici, une série d'ateliers avec les équipes de Refashion. Alors moi je suis Olivier Guyot. Je suis rédacteur en chef France du média fashionnetwork.com. C'est un média qui est dédié au business de la mode, de la distribution, du luxe. J'ai le plaisir de vous accompagner toute cette matinée. C'est un plaisir, je suis honoré vraiment d'être avec vous ce matin pour parler de la responsabilité élargie des producteurs. Je suis aussi un peu déstabilisé. Je vous explique pourquoi. Hier, j'étais au BHV, dans un grand magasin parisien. Et voilà, je me suis retrouvé à avoir ce grand moment de consommation, c'est un vrai grand moment de consommation pour les gens qui étaient là, avec l'arrivée d'une grande enseigne, en tout cas future peut-être grande enseigne, qui arrivait avec son premier magasin physique. Je vous dis ça pour l'anecdote, mais aussi parce que je trouve que c'est révélateur du flou auquel vous tous vous êtes confrontés dans votre secteur, que vous soyez metteur en marché, que vous soyez acteur du tri, de la collecte, ou que peut-être que vous ayez une entreprise innovante dans le recyclage. Ce flou-là, vous devez faire face à ça, et aujourd'hui, ce matin, on va essayer de donner quelques réponses. On n'aura pas toutes les réponses. Par contre, je pense qu'on a de quoi vous apporter un peu de hauteur, des pas de côté, parce qu'on a des intervenants inspirants, comme le philosophe Gaspard Koenig qui va bientôt nous rejoindre sur scène. On a aussi des tables rondes très concrètes, où on va parler du coût de l'éco-contribution, on va parler de la seconde main, et on va essayer de voir si, pour le recyclage, est-ce que c'est possible d'envisager un avenir de recyclage avec tous nos déchets textiles. Donc je pense qu'ici, vous avez quand même de quoi faire pour condenser un peu votre matinée. Vous, en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions à tous nos intervenants. Et puis vous, ici, n'hésitez pas à envoyer des messages sur vos réseaux sociaux pour commenter la matinée et puis apporter vos observations. Afin de nous donner le ton de cette matinée, on va accueillir la directrice générale de Refashion, Maud Hardy. Alors Maud arrive. Bonjour Maud. Bonjour Olivier. Je vous en prie. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous ici à Paris au Cercle d'Aumale. Et puis bonjour à vous tous en distance. Vous êtes plusieurs centaines à nous suivre en direct. Merci d'être là pour la 5e édition du Refashion Day, le rendez-vous annuel de la filière textile, linge de maison et chaussures. Rappelez-vous l'année dernière, le thème que nous avions choisi pour le Refashion Day, c'était « Do Look Up ». Regardons en face nos défis et agissons. Je crois qu'on peut tous en convenir. Depuis 1 an, il s'est passé pas mal de choses. Olivier en a mentionné 2-3. Et la réalité nous a quand même un peu rattrapés. Aujourd'hui, comme fil rouge de la journée, nous vous proposons de poursuivre notre travail collectif de mise en action avec un thème de circonstance. Ensemble, déconstruisons les idées reçues. Vous le savez, il y a beaucoup d'idées reçues dans notre filière, que ce soit sur la production, sur la consommation, ou sur la gestion de la fin de vie de nos déchets textiles et chaussures. Le bruit médiatique depuis 1 an est très intense, et je parie que la journée d'hier a battu les records d'audience de la crise de cet été, qui elle-même avait déjà été assez élevée. Donc, nous vous proposons, pour cette journée, de profiter du temps un petit peu suspendu pour remettre à plat les faits et pour ouvrir de nouvelles perspectives tous ensemble. Depuis plusieurs mois, les débats se sont multipliés et intensifiés. Les images, les crises et les positions parfois très tranchées ont pu brouiller la réalité de nos enjeux. Coucou Lucie. Or, les enjeux n'ont pas disparu. Et ils restent au cœur de notre mission d'éco-organisme. Accompagner tous les acteurs de la filière pour réduire les impacts, créer de la valeur et accélérer la transition vers un monde qui sera plus responsable de ses ressources et de l'environnement. Il y a plus de 15 ans, la France a été pionnière. Nous avons été le premier pays au monde à créer la responsabilité élargie du producteur
pour les textiles et les chaussures. Aujourd'hui, nous devons redéfinir ensemble quelles seront les règles du jeu pour les années à venir. Comment construire un nouveau modèle plus performant et plus durable. C'est tout l'objet des consultations en cours qui sont menées par les pouvoirs publics en France, mais également dans les 26 autres États membres de l'Union européenne. Car vous le savez, la REP textile et chaussures va être une obligation qui s'imposera à l'ensemble des États membres. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons de prendre le temps d'adresser ces sujets qui nous questionnent, et vous allez voir, les 3 tables rondes seront passionnantes avec les acteurs qui, au quotidien, agissent pour mettre en mouvement la filière. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à notre premier intervenant, le philosophe Gaspard Koenig, qui nous fait l'honneur, la joie et le plaisir d'être avec nous ce matin. Il a quitté son compost, son cheval et notre Normandie chérie ce matin pour être avec nous. Alors Gaspard, si tu es là, je vous invite à nous rejoindre sur scène. Oui. Bonjour à tous. D'abord, je vois que vous savez choisir votre timing, parce qu'on parle beaucoup de vêtements ces temps-ci. Et je voudrais immédiatement parler de ce qui se passe avec Chine, parce que pour des gens comme moi qui sont quand même assez éloignés de cette industrie, j'ai le sentiment que ça nous conduit exactement à la conclusion inverse, à savoir que la production de vêtements est tellement considérable aujourd'hui que finalement, on a le sentiment, et j'entends bien que ça reste un sentiment, mais je vous donne l'impression qu'on pourrait se contenter du stock. Et que, en fait, cette surproduction actuelle nous donne le sentiment qu'il n'y a plus besoin de produire. Et finalement, nous avons atteint un stade où nous pourrions nous partager, recycler, alors comment, techniquement, on va en rediscuter, la matière existante, la matière qui a été extraite, à la fois de la biomasse et des matières fossiles, et pour les 10 ou 15 générations qui viennent, ne plus avoir besoin d'une seule production de valeur ajoutée, c'est-à-dire d'extraction de matière. On pourrait se contenter de transformer et de recycler à l'infini. Ce qui tout de même nous fait complètement changer, on a beaucoup de mal à comprendre ça parce que ça nous fait complètement changer de paradigme, notamment, je vais y venir sur la notion de croissance. Dans un livre qui s'appelle justement « La crise de l'abondance », très beau titre, l'économiste François-Xavier Oliveau retrace à partir des documents du XVIe siècle quel serait le coût, quel était le coût à l'époque, en le chiffrant en pouvoir d'achat actuel, d'un mètre de tissu. Un mètre de tissu, c'était 1 200 €. C'est-à-dire qu'un SMIC. C'est-à-dire que le tissu était une matière rare, comme elle était rare, elle était très chère, on se la transmettait, on voit des livres d'héritage où on va transmettre 3 chemises, 2 pantalons, une culotte. Et encore, dans un roman que j'ai lu récemment, qui était un best-seller des années 70, L'épervier de Maheu, de Jean Carrère, qui avait eu le Goncourt à l'époque. Il y a une scène qui date de l'après-guerre, à peu près, dans une région un peu pauvre, mais enfin dans une région quand même française qui s'industrialise de l'après-guerre, où le défunt est mis en bière et où la veuve ne sait pas comment faire pour faire comprendre qu'elle aimerait bien récupérer le linceul parce que c'est du tissu et que ça vaut cher. Et donc, en l'espace d'un demi-siècle, on est passé d'un monde de rareté à un monde d'abondance qui donc économiquement se gère complètement différent puisque la rareté crée la valeur économique et l'abondance effondre la valeur économique. Et encore une fois, le sentiment qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le coût marginal d'un vêtement, c'est 0. 0. C'est même plus 1 €, c'est 0. Il n'y a plus besoin d'argent, en fait, pour acheter un vêtement. Besoin éventuellement d'astuces, d'être malin, mais qu'il suffit de piocher dans ce stock quasi infini. Et c'est pourquoi les associations de recyclage de vêtements, Emmaüs, par exemple, refusent maintenant un certain nombre de vêtements parce qu'ils ne savent plus quoi en faire. Et c'est pourquoi les prix ont eux-mêmes dégringolé de manière massive. Donc à la fois en aval et en amont, on a l'impression que le prix devient 0 parce que la matière est infinie. Jean-Baptiste Say disait des ressources naturelles, et c'était la profonde erreur de la science économique du XIXe siècle, il disait parce qu'elles sont infinies, les ressources naturelles,
elles ne sont pas l'objet de la science économique. Elles n'ont pas de prix. Elles sont gratuites. Elles sont gratuites par leur infinité. Et en fait, donc on pensait que les ressources naturelles étaient infinies, donc gratuites, et que nos productions étaient finies, rares, donc chères. Et aujourd'hui, on comprend l'inverse. C'est-à-dire que les ressources naturelles sont finies, on est dans les limites planétaires qu'on est en train de dépasser gravement. Donc elles devraient prendre un prix, alors que ce qu'on a produit tombe à zéro. Et évidemment, ça vaut pour les vêtements, peut-être que vous êtes en amont en fait, de ce mouvement, mais ça vaudra demain pour l'architecture. Pour un travail que je fais en ce moment, je lis beaucoup de livres d'architectes contemporains. En fait, la question des architectes contemporains qui sont un peu visionnaires, c'est plus du tout comment et que construire ou où construire. C'est terminé, l'idée de construire un bâtiment complètement neuf, de lui donner une forme ingénieuse. La créativité maintenant de l'architecte, ça va être que faire des ruines. On anticipe, on est en France, on vit un effondrement démographique qui fait qu'on a des profs en moins parce qu'on a 1 million d'élèves en moins dans les petites classes maternelles élémentaires. Cet effondrement démographique va bientôt arriver sur le marché du travail, comme c'est déjà le cas en Allemagne ou en Italie. Il est déjà largement amorcé au Japon, et on estime que dans le monde, dans son ensemble, y compris dans les pays du Sud, il va advenir dans les années 2060-2070. Le point de bascule où l'humanité commence à décroître. Et donc ça veut dire que les architectes se demandent que faire des ruines. Au Japon, il y a des villes entières, il y a 1 million de maisons qui sont abandonnées, des villes entières où il n'y a plus rien, des sites d'attraction qui sont vides. Et les architectes se disent que faire? Est-ce qu'il faut laisser la nature, les envahir, les digérer? Est-ce qu'il faut les détruire? Est-ce qu'il faut les réhabiliter? Est-ce qu'il faut en faire des usages un peu alternatifs, des espèces de tiers-lieux? Et donc, les architectes aussi vont être dans cette problématique où toute la matière, l'extraction est faite, c'est fini, c'est terminé en fait. Ce qu'on a fait pendant 2 siècles. Et maintenant, on s'interroge sur la manière de le répartir. Et donc, pour comprendre un peu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et pour comprendre un peu philosophiquement le principe de cette circularité qui nous attend, je vous propose de faire un détour qui, moi, en tout cas, m'a été intellectuellement utile, par le premier moteur du recyclage, qui est la terre, l'humus. Que fait l'humus? Qu'est-ce que cette fine couche de terre de 40 cm sur laquelle nous marchons? C'est une nécromasse, c'est-à-dire c'est des cadavres en décomposition. L'unique rôle de la terre, mais le rôle absolument primordial pour l'évolution naturelle, c'est de décomposer à travers toutes les bactéries qui s'y logent. Les milliards de bactéries. Dans une cuillère de terre, vous avez 10 milliards d'êtres vivants, plus que d'êtres humains sur Terre, qui sont encore largement inconnus. On peut en nommer à peu près 1%. La science, la pédologie, la science du sol est à ses débuts. La mission de ces bactéries, qui sont exactement les mêmes que les bactéries de nos intestins, tout ça c'est un seul et même microbiome, est de digérer, c'est-à-dire de casser les liaisons moléculaires qui ont été formées dans les corps organiques, animaux, mais principalement en masse végétaux, de les casser, de les briser, de les redécomposer en éléments premiers, pour qu'ensuite la chaîne trophique puisse repartir et que de nouvelles générations puissent advenir. C'est comme ça que le géographe philosophe Élisée Reclus conceptualise l'humus, je pense qu'il est le premier à le faire à la fin du XIXe siècle. Il dit que c'est ce qui permet le renouvellement des générations. Pourquoi? Parce qu'il défait le grand Lego qui est la vie, à chaque génération, et il permet ensuite de le reconstruire. Si vous n'aviez pas d'humus de sol, expérience de pensée, eh bien, en fait, les cadavres s'accumuleraient jusqu'à boucher l'horizon, si on pousse un peu la métaphore, et empêcheraient donc la vie de se renouveler. C'est pour ça que Darwin avait compris, par exemple, que les vers de terre sont les animaux les plus importants de l'évolution naturelle, parce qu'ils permettent, en décomposant l'ancien, au nouveau d'advenir. J'en parlais avec une glaciologue qui m'expliquait que lorsqu'ils font des expéditions au pôle, je confonds toujours les deux, je crois, c'est sud, qui vont voir des manchots, ils s'aperçoivent, en Terra Deli, voilà, ils s'aperçoivent qu'ils marchent quand il y a un dégel et qu'il y a moins de glace. La terre est constituée non pas de terre, mais de cadavres de manchots, non décomposés, dont on voit la tête, les plumes, la queue, etc. Et ils ne sont pas donc vous marchez sur 1 mètre ou 2 de cadavres visibles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas d'humus qui vient décomposer ces manchots, et donc cette décomposition prend un temps infini.
Et donc, à l'inverse, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on construit des villes? On essaye justement de mettre fin à ce processus de recyclage et de digestion interminable. On essaye de construire, en imperméabilisant les sols, on essaye d'arrêter ce processus. On essaye de construire des choses qui, justement, nous donnent le sentiment d'être éternels, immarcessibles, de poser des bâtiments, des espaces de vie qu'on va dessiner une fois pour toutes et qui ne vont pas changer parce qu'on aura arrêté ce processus de digestion permanente. Et évidemment, c'est une illusion totale, puisque vous laissez une ville sans entretien pendant 6 mois, ça devient une jungle. Pourquoi? Parce que l'humus se repose en permanence, transporté par le vent, par la poussière, l'eau qui s'accroche à la moindre aspérité, au moindre joint, fait que les plantes renaissent tout le temps en ville. C'est ce qu'on appelle les plantes rudérales. Pourquoi est-ce que les façades noircissent, les façades des immeubles qu'il faut ravaler? Ce n'est pas parce qu'il y a de la pollution, c'est parce que le sol commence à s'y développer. C'est la pédogénèse. Et aujourd'hui, vous avez à Paris plus de 200 espèces de plantes, donc dites rudérales. Et si vous commencez à baisser les yeux, vous apercevez qu'il y en a absolument partout. Et évidemment, quand vous allez visiter des sites d'urbex, d'exploration urbaine, en 10 ou 20 ans, vous avez des arbres qui peu à peu explosent les bâtiments. Alors j'en profite pour vous dire que l'humus, il ne vient pas par le dessous, parce qu'une terre qu'on a imperméabilisée, elle perd toute dynamique. Il vient par le dessus, il vient par l'air. En fait, on vit dans un air qui transporte la terre et qui se dépose en permanence. C'est pour ça qu'on fait la poussière. On fait la poussière, en fait, quand on fait la poussière, on essaye d'empêcher qu'un sol se forme et vienne défaire nos constructions, nos architectures. Donc, si on prend cette idée au sérieux, on se dit, mais en fait, cet humus, qui est évidemment l'élément premier de la vie sur Terre, dont vient étymologiquement l'humanité, et qui y retourne, d'abord, il donne une sorte de sens existentiel à nos propres existences, puisque nous-mêmes sommes évidemment très éphémères, et nous allons nous redécomposer, nous retransformer en terre. D'où le succès public, enfin en tout cas l'attention qui est portée aujourd'hui à de nouvelles techniques funéraires, comme l'humusation, l'idée de pouvoir décomposer le cadavre humain dans un tas de matières organiques, et donc de le rendre à la terre beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins de processus intermédiaires, que s'il est déposé dans un caveau qui, pareil, nous donne une espèce d'illusion très vraiment provisoire d'éternité. Alors, c'est un autre rapport à la vie, évidemment. Existentiellement, il faut assumer tout ça. C'est peut-être pas un hasard si dans La nausée, Sartre évoque l'expérience de l'angoisse existentielle en prenant l'exemple d'une racine, en mettant son héros face à une racine. Et donc, ce sol, en fait, il rappelle notre finitude et il met le héros très mal à l'aise. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Et si Sartre avait été un peu plus agronome, il aurait compris que la racine, c'est aussi ce qui fait le lien, justement, entre la terre et le ciel. C'est ce qui permet aux nutriments de circuler, c'est ce qui permet à la nécromasse de devenir de la sève, de la vie. Et donc de se dire que finalement, c'est une excellente nouvelle. Et que, quand on n'est pas croyant, cette humusation est peut-être la manière la plus satisfaisante de revenir à la terre et de se redécomposer en éléments premiers. Alors, mais à partir de ça, de ce constat-là, on peut peut-être tirer des règles morales. Et la règle que j'explore en ce moment, en tout cas, c'est, au fond, on a le droit de tout faire, tous les excès d'ailleurs, toutes les constructions, tous les vêtements, à condition qu'on sache le défaire. Ce que l'évolution naturelle ne supporte pas, ce n'est pas l'inventivité. Arrêtons avec cette idée de sobriété. Non, il ne faut pas ralentir, il ne faut pas être sobre. En revanche, vous pouvez tout essayer, l'évolution naturelle n'arrête pas d'expérimenter de nouvelles formes. La nature est complètement abondante, délirante souvent. Mais simplement, c'est des essais qui vont se redécomposer très vite, et donc s'ils ne marchent pas, ce n'est pas grave, tout ça est remis dans le cycle. Ce qui est immoral, c'est de créer des choses qu'on ne sait pas détruire. C'est ce que Marc-André Solos, un biologiste, appelle les xénobiotiques. Les xénobiotiques de xéno, étranger, et bio, la vie, qui sont étrangers à la vie. Donc les xénobiotiques, c'est les plastiques, la chimie globalement, les pesticides, les métabolites de pesticides, les déchets nucléaires éventuellement, bref, toutes ces liaisons chimiques qu'on a construites, pour lesquelles il n'y a pas de bactéries aujourd'hui dans l'humus qui sachent agir. Alors peut-être que l'évolution naturelle, probablement en quelques millions d'années, trouvera des bactéries qui décomposent les plastiques et les déchets nucléaires. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
Et donc ces liaisons chimiques restent insécables. Et c'est ça le crime, c'est de créer des choses insécables, non décomposables. Ça vaut d'ailleurs dans le domaine des idées. Quand on essaye, en tant que philosophe, de construire des idées éternelles, religieuses ou dogmatiques, c'est déjà le début du mal, en fait. Il faut proposer des idées qui soient constamment réfutables, digérables. Alors maintenant, si on applique ce principe à la question économique, eh bien, on tombe sur quelque chose de très satisfaisant que John Stuart Mill appelait au milieu du XIXe siècle et qui va me renvoyer à mon introduction, qui est l'état stationnaire. John Stuart Mill disait par rapport à Jean-Baptiste Say, dont j'ai cité l'erreur sur les ressources naturelles, John Stuart Mill disait il ne faut pas viser la croissance, il faut viser un état stationnaire, stationary state, ni de croissance ni décroissance, où l'enjeu soit de faire circuler la matière. Alors, en faisant ça, Mill, qui est tout de même un philosophe libéral, il décorrèle les deux notions de croissance d'un côté et d'économie de marché de l'autre. Il dit on peut parfaitement imaginer une société non croissante dont les mécanismes de circulation de la matière soient eux fondés sur une économie de marché qui fixe des prix. À l'inverse, l'histoire nous a montré plus tard que vous avez eu des économies hyper croissantistes qui étaient non capitalistes. L'URSS a vidé la mer d'Aral pour faire des champs de coton, extractiviste, industrialiste, visait la croissance industrielle, avec succès d'ailleurs, mais c'était organisé de manière, c'était une économie qui était organisée de manière administrative. Ok, donc si on décorrèle les deux notions, on dit mais pourquoi la croissance c'est mal? Parce que c'est de l'entropie. Nicolas Georgescu-Roegen a montré ça en essayant d'associer l'économie et la biophysique, en disant, bon, vous voyez ce que c'est l'entropie? L'entropie, c'est tout système clos est condamné à l'entropie, c'est-à-dire à la création de désordre. Donc vous prenez de l'air chaud, de l'air froid, vous les mettez dans une pièce fermée, hermétique, ça fait de l'air tiède. Cet air tiède ne redeviendra jamais de l'air chaud et de l'air froid sans apport d'énergie extérieure. Ça veut dire qu'un système laissé à lui-même tend vers le désordre. L'air tiède, c'est du désordre par rapport à la structuration qu'ont été le chaud et le froid. Eh bien, la croissance économique en termes biophysiques, c'est du désordre. C'est-à-dire que quand vous prenez de la matière première qui a été structurée par des centaines de millions d'années d'évolution naturelle et d'apport d'énergie solaire, et que vous en faites une table ou une chaise ou un micro, vous avez créé du désordre. Vous avez accéléré l'entropie sur Terre. Et donc, la règle un peu morale et économique à laquelle nous pouvons parvenir nous conduirait justement à essayer de stopper notre création d'entropie en disant on arrête d'extraire les choses, on a assez de stock, et maintenant on va s'occuper, même si ça crée moins de croissance, parce que ça va créer moins de valeur ajoutée, puisqu'il y aura moins de transformation de matières premières, même si peut-être ça ne crée plus du tout de croissance, tant mieux, mais toujours dans des mécanismes de marché qui permettent l'expérimentation, on va essayer de construire une économie circulaire, le mot est un peu galvaudé, enfin disons stationnaire. Et s'agissant maintenant de votre industrie, que je connais mal, je m'en excuse, mais je pense que ça semble, pour le profane, le lieu idéal d'expérimentation de l'économie stationnaire, puisque un vêtement, on peut, je sais que c'est compliqué, qu'il n'y a pas les machines, etc., mais enfin, on peut imaginer qu'un vêtement, on sache le découdre, ou en extraire les fibres, ou recycler les fibres, pour en reconstruire d'autres. On peut imaginer d'ailleurs que le consommateur puisse le faire lui-même, avec ses petits ciseaux. S'il y avait des cours de couture à l'école, ce serait tout de même une bonne chose. Et donc l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut plus de mode ou plus de création vestimentaire. C'est ce que je disais, l'évolution naturelle vous autorise tous les excès. Mais simplement que cette mode soit construite à partir d'un stock de matériaux qui, lui, reste fini. Alors, ça suppose, de la part de l'industrie, de se projeter sur le un peu plus long terme, j'imagine, pour que cela fasse sens économiquement, puisque dans cette hypothèse-là, vous n'êtes plus dépendant, évidemment, des apports de matière qui viennent de l'extérieur. Et évidemment, ça suppose, pour le consommateur, de comprendre que ce n'est pas non seulement vertueux, mais c'est ça la tendance. Et j'en reviens à mon point de départ qui est Chine. J'avais écrit un article il y a quelques semaines en disant
à propos de l'histoire du BHV en disant mais je suis persuadé que de toute façon il y aura une énorme queue le jour où ils vont ouvrir le magasin de la Chine malgré tout le tapage très unilatéral qu'on fait à l'encontre de Chine. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Mais mon hypothèse, c'est que c'est pas, il n'y a pas deux France, si vous voulez, les pro-Chine et les anti-Chine. C'est les mêmes personnes. Et c'est les mêmes personnes qui vous diront, bah oui, bien sûr, on est contre Chine parce qu'ils ont des mauvaises pratiques écologiques et sociales, etc. Et qui feront la queue devant le BHV. Pourquoi ? Parce qu'ils ont revêtu ce que Marx appelait leur peau de lion politique. Il a dit, bah, une fois que j'ai ma peau de lion politique, là, je m'exprime en tant que citoyen et j'ai des avis clairs et possiblement assez consensuels sur ce genre de pratiques. Et puis après, dans ma vie de tous les jours, j'enlève ma peau de lion politique. Et en fait, la démocratie représentative, elle vous permet cette schizophrénie. De dire, bah non, mais mon avis politique, je l'ai donné, éventuellement j'ai voté, donc j'en suis quitte. Et maintenant, je peux reprendre mes habitudes de consommateur. Et donc, en parallèle de l'effort de l'industrie que je mentionnais, l'effort du consommateur sera probablement de se rhabiller, de remettre sa peau de lion politique. Et pour qu'elle devienne désirable, cette peau de lion politique, il faut évidemment lui créer de nouveaux imaginaires. C'est ce que les romanciers peuvent faire, disant que maintenant c'est ce qui est chic. C'est précisément d'utiliser des matières qui sont déjà existantes. Et j'en conclurai là-dessus. La première transformation des imaginaires, ce serait d'abolir l'idée du neuf. En fait, le neuf n'existe pas. Un t-shirt synthétique neuf, en fait, il est vieux de 300 millions d'années de réserve de pétrole. C'est ça son âge, c'est 300 millions d'années. C'est hyper vieux. En fait, ça n'existe pas le neuf, puisque tout est constamment réutilisé dans la biosphère. Et donc, si vous pouviez abolir l'idée de seconde main, pour dire en fait tout ça, c'est simplement de la transformation de matière. La différence, en fait, la vraie différence, c'est que d'un côté, j'ai créé de l'entropie, et de l'autre, j'ai préservé l'état stationnaire. Voilà, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée. Merci Gaspard. Merci pour cette approche philosophique et ce regard aussi sur le secteur, même si vous le précisez, vous n'êtes pas spécialiste. Je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle, ça tombe bien. On a Emma qui est dans la salle qui va pouvoir, si vous levez la main, vous passer le micro. Avant, j'ai juste une question sur ce concept d'économie stationnaire. Oui. Là, vous avez des gens qui, qui baignent depuis des dizaines d'années dans un concept d'économie de croissance. Comment on les fait vraiment aller sur un changement de modèle ? Mais non, mais juste en répétant que je vais réitérer la décorrélation que je propose entre économie de marché et croissance. C'est-à-dire que, et par ailleurs, je ne suis pas décroissant non plus. Je pense juste que cette notion-là devrait cesser de guider nos activités. Et vous pouvez rester dans une économie ouverte où il y a des entreprises qui font du profit, des échanges marchands, des prix qui sont alloués, mais où simplement la création de valeur ajoutée, qui est essentiellement due justement à l'extraction et à la transformation des matériaux, cesse d'être prépondérante. Donc ce n'est pas un changement complet de modèle. C'est un ajustement assez fort, mais ce n'est pas une révolution par le haut ou une nouvelle utopie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Des questions, levez la main si vous le souhaitez. Ah, vous êtes tous convaincus alors qu'on doit passer dans une économie stationnaire. Bravo. Parfait, excellent. Félicitations. Merci Gaspard, merci beaucoup. À vous, merci, bonne journée. Qu'est-ce que je repars ? Par ici. Allez. Merci.